Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Thibaut Prébet, avec Bernard Cohen-Hadan et avec Emmanuel Le Chypre. On va parler de Gucci. Séance compliquée pour Gucci. Hier en bourse, les marchés n'ont pas du tout aimé l'avertissement de Kering sur ses ventes. Kering est la maison mère de Gucci. 6 milliards d'euros de capitalisation partis en fumée. Antoine Larigauderie, les marchés semblent perdre patience. C'est un peu ça, c'est une triple sanction qui touche le groupe. Déjà, on sanctionne, vous l'avez dit, un vrai souci endémique chez Kering, à savoir sa Gucci dépendance, si on peut dire. C'est devenu un cliché, mais quand la marque maîtresse du groupe, qui lui assure 50% de ses revenus, est en mauvaise santé, on peut avoir toutes les autres grandes marques qui marchent, les Saint-Laurent, les Balenciaga, les Bottega Veneta. Non, ça marche pas, ça pèse bien trop lourd, ce qui explique d'ailleurs que Kering est le titre des calls qui a toujours été en retard par rapport aux autres. Il perd 34% sur 3 ans, par exemple, là où LVMH en gagne 52. Donc première sanction. Deuxième sanction sur le luxe de manière générale, au vu de la progression en capitalisation ces dernières années, forcément le marché est très exigeant et au sein d'un secteur réputé anti-crise aux perspectives de croissance forte, l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse de 10% sur un trimestre, là ça jette un froid. Et c'est peut-être, troisième sanction, un cas symptomatique de ce qui est en train d'arriver au CAC 40 de manière un peu plus générale. Les investisseurs reprennent conscience qu'on a des entreprises qui dégagent des profitabilités souvent records, des grandes capacités de redistribution, mais dont l'activité en elle-même progresse très peu. Là, si en plus elle recule, la sanction est clairement sans appel. Thibaut Prébet, est-ce que c'est juste un cas isolé, effectivement, d'une boîte de luxe, comme vous l'avez un petit peu expliqué, qui déçoit, parce que franchement, faire moins 10% de chiffre d'affaires, moins 20% pour sa marque numéro 1, c'est quand même, dans ce secteur, ça fait vraiment tâche. Ou est-ce que ça augure peut-être d'un trimestre plus compliqué pour le luxe ? Le problème, en fait, si vous voulez, c'est que c'est toujours pareil. Les investisseurs, ils aiment être guidés. Qu'un trimestre soit plus compliqué. Sur le premier trimestre, pour LVMH, on attend 1 à 3 de croissance. Il y a un an, on parlait de croissance entre 10 et 20% tous les trimestres. Donc ça, c'est déjà connu. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on fasse beaucoup moins bien que c'était prévu. Deux, qu'il y a un manque de visibilité. Quand on se dit ça va être difficile, mais il n'y a pas de drame, on a envie de voir que c'est difficile et qu'il n'y a pas de drame. Et si on voit autre chose, c'est un problème de confiance. Puis c'est un problème de résilience. C'est-à-dire qu'on parle de Gucci dépendance parce que Gucci, ça a été explosif. En réalité, c'est un peu fake. C'est-à-dire que si vous prenez LVMH, qui est une boîte incroyablement diversifiée, compte tenu des marges élevées, la bagagerie, maroquinerie, c'est quasiment tout le résultat du groupe. Enfin, c'est une énorme partie. Donc cette dépendance, elle existe. En revanche, on voit dans certains segments, Hermès en a un exemple concret, une résilience très forte. Et on voit que chez Gucci, comme c'est un peu plus sportif, quand ça commence à être compliqué, le marché y croit moyennement. Puis dernier point, cette crédibilité. Personne ne va jamais remettre en question ce que dit Bernard Arnault. Il y a une crédibilité totale. Parce qu'on ne parle pas pour dire des choses dont on n'est pas sûr. Et donc, quand on dit quelque chose, tout le monde y croit. Là, des avertissements sur les résultats à cette période de l'année, c'est un peu singulier parce qu'on se dit qu'en début d'année, à la publication des résultats du 4e trimestre, on avait déjà quand même un début de tendance, donc on pouvait guider un peu. Donc, quand on y revient peu de temps après, ça donne pas une image géniale. À ce stade, et on l'a vu hier d'ailleurs dans les évolutions de marché, l'idée que c'est contaminant et que c'est un sujet de segment ou de secteur complet semble un peu surfait, d'autant que beaucoup de sociétés attendent du mieux en Asie au second semestre. Donc, pas de panique sectorielle à ce stade. Bernard Cohen-Hadan. Moi, je crois que Gucci, ça a toujours été une bulle chez Kering. C'est-à-dire 50% du chiffre d'affaires, 70% des bénéfices. On a un nouveau directeur artistique qui est arrivé, je crois, au mois de septembre, Sabato de Starno, qui a fait Prada, Valentino. Et puis, il y a quand même une appétence du public pour cette marque, beaucoup plus que pour d'autres. Et pourtant, ça marque le pas aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a encore 6 à 9 mois difficiles pour Kering et donc pour Gucci. Ça dépendra aussi des nouvelles collections. Il y a une nouvelle collection au premier trimestre de l'année. Je crois qu'il faut attendre. Il faut sans doute, pour les investisseurs, attendre un petit peu. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais je pense qu'il faut investir le moment venu. Il faut que ça va baisser encore. Mais c'est loin des 308 qu'on a connus en 2018. Donc ça veut dire que c'est une valeur plus cyclique Kering que les autres valeurs des calls, quelque part un peu. Ouais, on parlait de résilience, effectivement. C'est vrai que le problème, c'est que les choses qui sont explosives, à part quelques valeurs, sont souvent explosives dans les deux sens. Et c'est un peu ce qu'a montré effectivement cet énorme comeback qu'a eu Kering sur le dos de Gucci. Dans l'autre sens, c'est sûr que c'est moins plaisant, mais ça arrive aussi. Bon, Emmanuel, ça ne remet pas en cause le poids des calls dans notre économie, dans le CAC 40, sur la cote. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il n'a pas d'avis et qu'il aimerait qu'on passe au sujet d'après qui l'intéresse beaucoup plus. Je ne vais pas consommer des minutes à dire des choses inintéressantes. C'est tout à fait. Alors allons sur les déficits. Extrêmement bien. On garde votre crédit pour l'autre sujet, effectivement, la dette de la France, enfin la dette, les déficits et les dettes. Et vous ne trouvez pas ça énervant dans les débats, les gens qui redisent la même chose que les prédécesseurs? Mais on en parlera après, gâchez pas votre temps de parole. La France est-elle sur le chemin de la Grèce? C'est la question qu'on a posée ce matin, parce qu'on va loin, mais il faut dire qu'on ne sera pas du tout dans ce qui était prévu pour 2023. On va vers les 5,6%. Thomas Asportas nous explique clairement ce qui se passe.
Il se passe qu'on a une nouvelle prévision de déficit, effectivement, qui circule au gouvernement et qui est de 5,6% pour 2023, alors que le chiffre qui avait été voté dans le budget en fin d'année dernière, c'était 4,9%. Donc effectivement, comme l'avait annoncé et promis Bruno Le Maire et Thomas Cazenave il y a 15 jours, le déficit va être nettement supérieur aux attentes. Bercy ne confirme pas ce matin ce chiffre de 5,6% et renvoie à mardi prochain, le 26 mars. C'est le jour où l'INSEE publiera les comptes définitifs de la nation pour 2023. Mais le gouvernement sait d'ores et déjà très clairement à quoi s'attendre. Ça va être une très mauvaise nouvelle, ce que l'INSEE va nous dire mardi prochain, parce qu'on va être le dernier grand pays de la zone euro avec l'Italie à avoir un déficit supérieur à 5%. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'en partant d'aussi haut en 2023, ça rend très improbable l'objectif de déficit pour 2024, qui est de 4,4%. Ça voudrait dire qu'il faudrait réduire le déficit de 1 point de PIB en un an, ce que la majorité n'a jamais fait depuis 2017. Merci Thomas. Alors à l'instant, le ministre du Budget annonce que le déficit public sera supérieur à 5% du PIB. Donc là, ils ont c'est marche par marche, 0,1 par jour. On sera à 5,6 peut-être mardi avec l'INSEE. Non mais comme le ministre du Budget écoute BFM Business, oui. Il a entendu Thibault sur les warnings, etc. Donc, attention. Il warn. Il faut le faire progressivement. Il warn. Voilà. Mais non, mais il n'a aucune crédibilité à sauvegarder, lui, donc il est beaucoup plus tranquille. Oh là là, c'est terrible. Non mais Emmanuel, quand même, c'est terrifiant. Enfin. Non mais c'est-à-dire que pour le coup, on rejoue le scénario qu'on connaît depuis maintenant quasiment 40 ans, qui consiste à avoir des ministres qui nous promettent que on va réduire les déficits. Je crois que la phrase la plus prononcée sans doute par un ministre de l'économie, c'est on va revenir à moins de 3% de déficit d'ici 2 à 3 ans. Voilà, ça je pense qu'ils l'ont tous prononcé. Toutes les trajectoires de redressement des finances publiques qui ont été transmises à Bruxelles depuis des années n'ont jamais été tenues, et exactement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Donc là, on est en train de découvrir que finalement l'objectif de déficit ne sera pas atteint et que on va accumuler encore de la dette. La vraie question, c'est alors est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave parce que quand vous accumulez de la dette, des déficits, que cette dette et ces déficits servent plutôt à financer du train de vie, de la dépense courante, que de l'investissement, et que c'est synonyme de hausse d'impôts futurs, etc. Oui, c'est extrêmement préoccupant. Le problème, c'est que François Fillon disait déjà la même chose en 2007 quand il disait « je suis à la tête d'un État en faillite » et qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on repousse les limites. La réalité, c'est que la théorie économique ne nous donne pas de limites. Il n'y a pas de seuil reconnu comme un seuil au-delà duquel c'est dangereux. Il y a des pays qui sont très endettés, où l'État est très endetté, qui vont pas si mal. Il y a des pays peu endettés qui vont très mal. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est pas si grave, Thibault. Si, c'est grave, mais on n'est pas dans une situation de crise comme la Grèce. C'est pour ça que la comparaison... Alors pourquoi en parler ? Pourquoi le gouvernement feint la fébrilité ? Mais le gouvernement feint la fébrilité parce qu'il veut donner l'impression qu'il va agir, qu'il va faire quelque chose, qu'il va redresser la barre, et qu'il y a les agences de notation qui vont bientôt donner leur avis. C'est vrai que accumuler des déficits et de la dette dans un environnement où les taux sont à 4%, c'est pas la même chose que quand les taux sont à 0%, même s'il y a une inertie. C'est-à-dire un taux effectif de la dette qui fait que le coût réel de votre dette... Faut que les autres parlent aussi. Voilà, elle a été accumulée très longtemps. Voilà, donc il avait le droit à double crédit. C'est vrai qu'il avait le droit à double crédit. C'est grave, mais c'est pas la crise. Bernard. Oui, on n'est pas en Grèce. Non, mais Emmanuel a totalement raison. Si ce n'est que c'est une spirale non vertueuse depuis François Fillon. À chaque fois, on nous dit ça ira mieux demain. Depuis 40 ans. Mais non, oui, depuis ça avant. va pas mieux demain, ça empire. Et paradoxalement, on a des services publics, on a des délégations de pouvoir de services publics qui ne vont pas à la hauteur des attentes des Français. L'hôpital, la santé, effectivement, l'éducation. Donc on a des dettes pour des services publics et des services qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc on dépense toujours plus. On n'arrive pas à faire des économies, il faudrait faire beaucoup plus d'économies, être beaucoup plus sévère, être beaucoup plus responsable, mais ça ira mieux demain. Tous les ans, ça va beaucoup mieux demain quand on présente le budget. Est-ce que pour les marchés, Thibault Prébet, c'est un souci, cet État qui enfle comme la grenouille dans la fable, et est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'argent pour le financer, ou est-ce que vous aimez bien la dette d'État ? Je voudrais réagir à plein de choses, mais dont tout le monde s'en fout. Le premier point déjà, c'est que, on est parfois un peu dans un camoulox sur le sujet, on raconte beaucoup de choses qui sont en fait philosophiques, mais qui n'intéressent pas les marchés, ce qui est généralement le cas de la politique, de manière générale, mêmes élections à la fin. On a parlé de Taïwan pendant 3 mois, vous avez vu ce qui s'est passé, tout le monde s'en fout. La réalité, c'est que, la France est un pays qui est excédent en épargne.
Ce qui n'est pas le cas de la Grèce, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc on a de quoi se financer. Le deuxième point, c'est que l'année dernière, pour une fois, la croissance nominale est sortie en ligne, voire supérieure au déficit. Ce qui fait que ça n'implique pas d'augmentation de la dette en termes de ratio. C'est quand même un point qu'il faut garder en tête et qui n'est pas neutre. Le troisième point, c'est que tout le monde trouve que c'est catastrophique. On est au bord de la faillite avec 5 de déficit. On est à 6, 6,5 aux US. Tout le monde trouve ça top. Ils déroulent, c'est formidable. Alors qu'eux ont pas d'épargne excédentaire. Donc il y a ce truc où chez nous c'est catastrophique, alors que chez d'autres c'est encore plus. Parce qu'on n'a pas le dollar, aucun peut-être. Problème. Comme on n'a pas le dollar, on n'est oui, pas plus inquiet, on n'a pas la même force de frappe. Oui, mais enfin, si un jour il y a 300% de dette sur PIB aux US, le dollar, plus personne n'en voudra. Donc je veux dire, il y a aussi un côté autoréalisateur qui peut s'inverser. Donc je ne suis pas hyper convaincu là-dessus. Dernier point, une petite ruse quand même qui est amusante à avoir en tête, c'est que l'État a passé des années à émettre sur des souches existantes, puisque quand l'État emprunte, il emprunte sur des vieilles obligations qui étaient parfois à 4 ou à 5, qui valaient 130, 140, 150. Donc quand il émettait 100, en fait, il touchait 130 ou 140. Donc il prenait des excédents qui venaient gommer un peu le déficit chaque année. Ouais. Maintenant que les taux ont remonté, quand on émet, on récupère 100. Ouais. Et du coup, on n'a plus ce petit bénéfice qui bloquait un peu le truc. Donc revenir en dessous d'avance et faire beaucoup plus d'efforts que ce qu'on pense, c'est pas facile. Et évidemment, tirer la sonnette d'alarme, c'est légitimer la suite. C'est pas grave. Humainement, on trouve très grave. D'un point de vue marché, ce n'est pas grave. D'accord. Bon, si on trouve l'argent en continuant les déficits, on peut faire un plan de relance, du coup, Emmanuel. Non, mais on n'est pas pour donner notre avis, on est là pour dire ce que le marché va en penser. Du coup, allez, hop. J'espère que le gouvernement ne vous écoute pas. Non, mais c'est vrai que les conditions de marché, si vous regardez, la France n'a aucun problème pour financer sa dette. Il y a des acheteurs, il y a des acheteurs partout dans le monde de dettes publiques pour tout un tas de raisons, et notamment de dettes françaises. C'est pour ça que c'est grave quand vous prolongez les tendances, quand vous regardez le poids de la dépense publique, ce que ça veut dire en termes de déficit, etc. Mais encore une fois, on n'est pas dans une situation de crise. Mais qu'est-ce qui pourrait faire exploser nos taux d'intérêt? Vous dites que les marchés s'en foutent. Il y a bien un moment où nos taux vont monter, non? Alors en fait, il y a deux problèmes. Un problème, c'est, je vous rappelle, que c'est l'État qui flèche l'investissement avec des réglementations mutualistes, de caisses de retraite, de banques, qui leur imposent d'acheter des emprunts d'État qui sont très bien traités. Donc il y a un truc qui se mord un peu la queue. Le deuxième problème, là je voudrais venir sur une théorie économique qu'il faudrait du temps pour développer, mais très simplement, quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Une société en difficulté, la Grèce est en difficulté, ils sautent ou ils sont dans une situation difficile. Quand tout le monde a un problème, on fait des PGE où toutes les banques centrales rachètent la dette, ce qui en fait en enlève le coût, et donc ça se règle. Aujourd'hui, tous les pays ont ce même problème de dette publique, du Japon à l'Angleterre, à l'Europe, aux États-Unis ou à la Chine. Donc en fait, du coup, il n'y a pas cet effet de devise comparatif. Donc en fait, comme tout le monde a un problème, au final, personne ne l'a. C'est un peu ça le sentiment de marché. Alors quand on est singulier à faire n'importe quoi, comme le Royaume-Uni il y a quelques temps, ou comme la Grèce quand elle avait une période très difficile, là ça sort beaucoup plus du lot et c'est beaucoup plus difficile à traiter. Non mais faisons acheter, comme on l'a fait pendant le Covid, on peut très bien considérer que c'est aux banques centrales de financer cette dette, et à ce moment-là, vous n'avez plus de problème de contrepartie. Parce que tout le monde le fait en même temps. Oui, ça va pas faire râler les Allemands, ça. C'est pas ça, c'est que après, si vous voulez, ce qui est gênant quand vous avez une dette publique, c'est que quand vous avez en face le retraité californien ou le fonctionnaire japonais qui vous a prêté de l'argent, il faut bien le rembourser. Quand la dette, elle est cantonnée dans les comptes des banques centrales, après tout... en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises de se financer. Ah bah oui. Et du coup, d'où cette question des délais de paiement, qui est notre troisième sujet, avec l'Union européenne qui envisage de changer les règles. Normalement, aujourd'hui, c'est le crédit fournisseur, le crédit client est à 60 jours, on le passerait à 30 jours. Alors, Bernard Cohen-Haddad, est-ce que c'est une bonne idée, effectivement, pour éviter que tout le monde aille 60 jours, de forcer les gens à aller à 30 ? Christophe, c'est toujours une bonne idée de réduire les délais de paiement. Moi, ça fait 15 ans que je fais du militantisme patronal et ça fait 15 ans que je me plains des délais de paiement qui sont à 14 milliards, 16 milliards aujourd'hui. Oui. Et malheureusement, je relis à chaque fois, chaque année, le rapport de l'Observatoire des délais de paiement. Ça augmente. L'État paye mieux qu'il payait il y a 15 ans. Les grandes entreprises payent toujours moins bien qu'elles payaient il y a 15 ans. Et les TPE-PME payent mal entre elles. Donc vous voyez, on ne va pas s'en sortir. Je ne pense pas qu'une date butoir de 30 jours soit l'élément cliqué. Je crois qu'il faut surtout valoriser les bonnes pratiques. On a essayé le name and shame, ça ne marche pas mieux. On veut doubler les amendes de name and shame en 2015. On essaiera de faire, je crois que surtout les bonnes pratiques, parce que c'est une gestion de trésorerie pour beaucoup de boîtes. C'est ça la réalité. Oui. Olivier Grégoire, elle parlait même de faire du name and shame avec les collectivités locales et territoriales qui oui, parce que celles qui payent le moins, ce sont les collectivités territoriales, c'est-à-dire les municipalités ou les établissements publics. Et c'est par exemple un hôpital qui paye moins ses fournisseurs, parfois à 1 an, 12 mois. Donc vous voyez, on est loin des 30 jours. Il faut juste respecter la règle, en fait, de base. Emmanuel. Effectivement, ça demande quand même beaucoup de discernement. Quand c'est une grosse boîte qui paye mal, de toute façon, vous pouvez lui infliger une amende plus élevée. Ça ne changera pas sa vie. Et elle, je pense, peut être sensible, puisque les boîtes sont de plus en plus sensibles au name and shame et à l'effet publicitaire. Après, n'oubliez jamais que quand vous êtes dans des relations entre PME, imaginez des relations entre deux PME qui vont mal. Mais macroéconomiquement, l'argent, il est aussi bien
dans la trésorerie de la boîte qui veut pas payer que dans la trésorerie de celle qui mérite d'être payée. C'est-à-dire qu'en gros, si au bout du compte, finalement, si vous accélérez le paiement de l'une, c'est peut-être celle qui doit de l'argent qui va faire faillite. Donc autant que personne se paye. Quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, la mécanique, elle est complexe. Donc, des mesures aussi simples que dire on va réduire les délais de paiement. Prenez par exemple des activités dans lesquelles il y a besoin de beaucoup de stockage, par exemple, et que votre matériel tourne à un certain rythme. Vous avez un rythme de trésorerie qui est calé là-dessus. Si vous contraignez ça et que votre business model change pas, etc. Vous voyez, ça pose quand même énormément de questions. C'est toujours ce genre de mesures, de coups de bâton qui ont l'air simples sur le papier comme ça et qui peuvent provoquer beaucoup de dommages collatéraux, en fait. Thibault. Ouais, moi je pense que ce sujet de dommage collatéral, en fait, c'est un peu une évidence. C'est-à-dire qu'il y a des très grands économistes de notre ère qui ont théorisé des notions importantes, comme par exemple le gagnant-gagnant de Ségolène Royal. Ça n'existe pas vraiment. L'économie, c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que l'idée est d'aider des gens en plombant d'autres, et on le sait. Non, mais à 90%, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de truc qui aide tout le monde. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'aider certains types de boîtes et d'y mettre en d'autres qui en profiteront en difficulté. C'est une vision un peu malthusienne de l'économie. On peut faire grossir le gâteau et que tout le monde en profite. Oui, non, mais d'accord, mais une mesure, il y a toujours aidé des gens et on en met d'autres, même si la somme peut être marginalement positive. Mais il n'y a jamais un truc qui aide tout le monde en même temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des très grosses sociétés qui peuvent en profiter pour le délai de paiement, puis finalement payer moins mais plus vite. Et à côté de ça, on a beaucoup mis en avant la Startup Nation. Et entre les deux, cette idée des PME, des ETI qui ont besoin d'être aidés, qui ont été un peu mis de côté pendant des années, reviennent un peu sur le devant de la scène. On a eu pas mal de news institutionnelles, pas mal de volonté d'aider ce segment des PME ETI. Et on se souvient du programme. Voilà, et cette idée du délai de paiement, pour aussi simplifier la vie de ces sociétés qui n'intéressent plus personne, entre tout ce qui est start-up qui fait bien, qui fait anglo-saxon, qui warn, et la partie très grande capitalisation avec les ETF qui intéressent tout le monde, c'est un tissu économique crucial. S'y réintéresser et utiliser ces problématiques en acceptant le fait qu'il peut y avoir des effets de bord à assumer, c'est probablement aujourd'hui une idée qui a du sens. Eh ben, on s'arrête là-dessus. Bernard, vous voulez rajouter un truc ? Non, c'est parfait, je partage, mais une loi, un texte ne suffit pas si on ne l'applique pas. Et en plus, on avait dit qu'on réduirait les normes et qu'on réduirait le nombre de réglementations. Non, mais vous savez très bien que vous êtes dans le pays où pour résoudre un problème, vous faites un comité. Vous faites une nouvelle loi, un nouvel impôt, et on passe au problème suivant. Il faut un rapport avant, sinon ça marche pas. Oui, alors plusieurs rapports avant. Merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin dans